Bon, chers collègues, je propose qu'on commence. Le Code des juridictions financières prévoit la remise par la Cour des comptes d'un rapport annuel sur les finances publiques locales, et le tome 2 de ce rapport permet à la fois d'apporter un éclairage actualisé sur la situation financière des collectivités et, cette année, de proposer un intéressant bilan de l'intercommunalité. Nous recevons ce matin, conjointement avec la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, M. Thierry Vuc. Je m'excuse si je prononce mal. Vuc. Ok, alors Thierry Vuc, parfait. Président de la formation interjuridiction chargé du rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leur établissement, accompagné de M. Sébastien Doumex et de M. Benoît Lyon, conseiller référendaire en service extraordinaire, qui viennent nous présenter le tome 2 du rapport de la Cour des comptes sur ce sujet qui a été publié à la fin du mois d'octobre. Je me réjouis à cette occasion que nous avons de tenir une réunion commune avec la délégation aux collectivités territoriales et la décentralisation, tant les sujets abordés intéressent autant notre commission que la dite délégation. Enfin, avant de vous céder la parole, M. Vuc, je la donne à M. Cazenave, qui est président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation et qui est juste à côté de moi. Thomas Cazenave, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président, et puis merci d'avoir rendu possible cette audition commune. Au nom des membres de la délégation, je voudrais remercier messieurs Vuc, Doumex et Lyon pour leur présence ce matin et vous dire que vos travaux nous intéressent tout particulièrement sous deux aspects. Le premier, nous avons lancé au sein de la délégation un groupe de travail sur la situation financière des collectivités territoriales, et je crois que cette question la mérite. Et on le voit souvent dans nos débats ici en commission et dans l'hémicycle, de l'objectivation, de partage des données. Nous avons commencé ce travail notamment avec notre collègue Christine Pires-Bonne. Nous sommes beaucoup appuyés sur le fascicule 1 et nous continuerons à le faire avec ce complément, avec le fascicule 2. Et puis, deuxième dimension qui nous intéresse tout particulièrement, c'est votre travail sur les intercommunalités, puisque nous allons engager un travail sur les intercommunalités et les métropoles. Et vous avez là aussi un certain nombre de constats et de recommandations qui alimenteront nos travaux. Donc je vous laisse la parole. C'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, c'est moi qui donne la parole à Thierry Vuc pour d'un point de vue protocolaire. Merci, messieurs les présidents, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs. Je suis donc accompagné de mes deux collègues qui, avec moi, ont préparé ce tome 2 du rapport finances publiques locales. On a prévu un petit support de quelques diapositives pour vous en présenter les principaux enseignements. Mais on est évidemment aussi et surtout à votre disposition pour essayer de répondre à vos questions. Alors, c'est depuis 2018, vous le savez, que notre rapport finances locales est scindé en deux temps. Un temps avant l'été, au printemps, sur la situation des collectivités locales l'année précédente, et un temps à l'automne, où on essaye de faire le point sur la situation des collectivités l'année en cours, plus un thème de gestion. Cette année, le thème de gestion, comme vous l'avez indiqué, celui de l'intercommunalité. Alors, pour ce qui est de la première partie de ce rapport qui essaye de présenter des perspectives d'évolution des finances locales, je passerai peut-être vite sur le début, qui est une remise en perspective des finances locales dans l'ensemble des finances publiques, ce qu'on fait depuis quelques années de manière assez logique, parce que tout se tient, si je puis dire. Il y a quand même un point d'attention cette année qu'on souligne, c'est le niveau élevé d'incertitude dans lequel on fait cet exercice cet automne. Compte tenu du contexte international, je n'ai pas du tout besoin de m'appesantir là-dessus. Mais il y a évidemment, notamment sur la croissance et l'inflation, des évolutions dans les prévisions qui rendent peut-être plus difficile que les autres années l'exercice de projection sur ce que sera l'année 2022 pour les collectivités locales. Et l'autre enseignement général, et j'y reviendrai, donc je ne fais que l'évoquer, c'est la différenciation croissante dans le monde local. On le signale depuis plusieurs années dans nos rapports. La crise sanitaire y a contribué, mais pas seulement. Et on voit qu'entre les catégories, mais aussi au sein des catégories, selon la taille ou selon d'autres considérations ou caractéristiques, on observe des évolutions de plus en plus différenciées qui sont sûrement à intégrer dans le raisonnement, forcément, quand on s'interroge sur les dispositifs à mettre en œuvre.
Alors, je voudrais juste faire deux focus sur cette partie un peu d'actualisation et de présentation du contexte 2022. On met l'accent sur la sensibilité des collectivités locales à la conjoncture, pour rappeler que ceci résulte principalement de récentes modifications du panier des recettes des collectivités locales, la réforme des impôts de production, la suppression de la taxe d'habitation, avec un schéma qui est reproduit sur cette diapositive-là, qui tente à montrer la part des produits fiscaux qui sont liés à la conjoncture économique dans les produits de fonctionnement des collectivités par catégorie. Et ce schéma montre que les régions et collectivités territoriales uniques sont particulièrement exposées, avec 3/4 de leurs produits de fonctionnement dépendant de la conjoncture, notamment du fait de la TVA, évidemment. Mais on constate que si l'exposition à la conjoncture reste faible pour les communes, elle représente quand même plus de la moitié des produits de fonctionnement pour les départements et plus du tiers pour les EPCI. Donc c'est le premier point d'attention sur lequel on souhaitait insister devant vous. L'autre point d'attention, c'est l'impact de l'inflation, qui est évidemment un sujet très actuel. Nous abordons d'abord l'impact de l'inflation sur les dépenses des collectivités locales, avec un premier focus qui est fait sur la part des dépenses énergétiques et alimentaires dans les dépenses de fonctionnement par catégorie. Et le schéma montre qu'évidemment, les communes, enfin le bloc communal, de manière générique, est plus exposé à ce type de dépenses que les départements et les régions. Et en particulier, la catégorie des fournitures non stockables, qui est identifiée ainsi dans les comptes, représente 4% des dépenses de fonctionnement des communes. Alors, je tiens à préciser qu'il s'agit là de l'impact direct et qu'il y a évidemment des impacts indirects par des biais multiples, les dépenses des EPLE pour les départements et les régions, les dépenses de services délégués pour le bloc communal. Là, on identifie la part directe dans les dépenses de fonctionnement. Ce qu'on voudrait faire aussi ce qu'on a fait aussi sur l'inflation, c'est regarder l'impact de l'inflation du côté des recettes, qui est un sujet qui nous paraît tout aussi important. Et le schéma que vous avez sous les yeux retrace la part des produits de fonctionnement des collectivités qui sont sensibles à l'inflation. Et évidemment, ce qu'on dit dans ce rapport et qu'on avait dit dans les éditions précédentes, c'est que la réforme du panier de recettes des collectivités, si elle les soumet plus qu'avant à la conjoncture, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, les fait aussi plus sensibles à l'inflation, dans un sens où il y a plus de recettes liées à l'inflation qu'avant. Et ce schéma montre que, par exemple, pour les régions, il y a plus de la moitié des produits de fonctionnement des régions qui évoluent en fonction de l'inflation, et notamment la TVA, ce qui fait que quand l'inflation augmente, plus que dans l'ancien panier de recettes, les produits des collectivités locales augmentent mécaniquement. On peut aussi citer les mécanismes d'indexation des bases, notamment foncières, qui jouent évidemment de ce point de vue-là. On voit quand même que l'exposition est variable. C'est plus de la moitié des produits de fonctionnement pour les régions, mais on a quand même une proportion qui reste de plus de 40% pour les communes et de 35% pour les EPCI. Voilà, ce qui fait qu'on arrive à, pour terminer sur cette première étape du rapport, assez rapidement, sur le constat, c'est la diapo suivante, de perspectives financières en 2022 qui sont évidemment très dépendantes du contexte économique, liées à la croissance et à l'inflation. Ce qu'on observe, c'est une hausse attendue des produits de fonctionnement. Alors, on a, dans les diapositives, mis les chiffres au 30 septembre, qui sont évidemment provisoires, que nous n'avions pas au moment de la rédaction du rapport, on était fin août.
Mais même ces chiffres provisoires ne permettent pas de faire des projections d'une valeur scientifique, si je puis dire, parce qu'il y a des éléments, vous le savez par exemple, il va y avoir des versements importants de TVA au mois d'octobre qui ne sont pas inclus dans les chiffres dont nous disposons à fin septembre. Et ils vont très vraisemblablement impacter les chiffres. C'est une réserve que je veux faire. Ce qu'on voit fin septembre, c'est une hausse des produits de fonctionnement de 3% par rapport à septembre 2021. Donc on est en année. Il y a quand même une hausse, par exemple, des impôts locaux perçus, grâce notamment à la revalorisation des bases. Et côté des charges de fonctionnement, au 30 septembre, on est à un peu moins de 4%, 3,9% d'augmentation. Là, je parle toutes catégories confondues. Au total, au 30 septembre, on a une épargne brute qui baisserait de 2,3% par rapport à septembre 2021. Ce faisant, elle resterait supérieure au niveau atteint en 2019 avant la crise, ce qui est un point qu'on souligne. Alors, peut-être pour terminer sur cette partie, on a essayé de construire un schéma sur les perspectives fondé sur deux indicateurs. Ils sont sûrement sujets à caution, mais comme tous les indicateurs. Donc on a l'épargne brute et l'évolution du compte au trésor. Donc là, ce sont des chiffres 30 septembre. Par colonne, on voit les catégories. La première colonne montre l'évolution avril 2022 par rapport à avril 2021. Et la deuxième colonne, pour chaque catégorie, montre l'évolution septembre 2022 par rapport à septembre 2021. Et on voit effectivement qu'au fil de l'année, la situation fait apparaître des points de vigilance non contestables. Vous voyez par exemple que l'épargne brute des communes en avril était à plus 33% par rapport à avril 2021 et on est à moins 0,6% en septembre par rapport à septembre. Et je ne détaille pas, mais on voit que l'évolution se retrouve sur cet indicateur pour toutes les catégories. Et l'autre indicateur, c'est l'évolution du solde du compte au trésor, qui est un point qu'on souligne dans nos rapports depuis plusieurs éditions, parce qu'on observe une accumulation assez intéressante, avec des causes sûrement multiples, mais quand même. Et le compte au trésor, c'est intéressant et assez stable dans le bloc communal, entre septembre et avril. En revanche, le solde, l'augmentation était de 26% en avril pour les départements, n'est plus que de 3% en septembre. Ça reste une augmentation. Et en revanche, on voit que pour les régions, il y a une évolution très, très significative. Voilà pour ne pas être trop long sur la première partie de ce rapport. Alors après, comme tous les ans, nous avons un thème de gestion. Cette année, le thème, c'est l'intercommunalité. On a choisi ce thème pour deux raisons. D'abord parce que c'est un thème qui concerne tout le monde, puisqu'à l'exception de 4 communes insulaires, toutes les communes sont désormais membres d'une intercommunalité. Donc, et puis ça nous a semblé être un thème actuel, dans la mesure où il y a eu des interventions et des modifications législatives récentes, mais, et c'est le message que nous portons, qui semble plutôt s'être arrêté au milieu du gué, avec des choix qui restent à faire, nous semble-t-il, en matière de construction intercommunale. Je tiens à préciser 2 points de méthode très rapidement. D'abord, c'est un chapitre qui est alimenté par de très nombreux travaux des chambres régionales des comptes, ce qui est un peu notre manière habituelle de procéder sur ce thème de gestion. Mais là, on a quand même contrôlé presque 100 EPCI et plus de 35 communes. Et puis deuxièmement, vous l'avez vu, tout au long du chapitre, nous avons essayé de mettre des éléments de parangonnage international pour montrer comment cet exercice intercommunal était pratiqué dans un certain nombre de pays voisins de la France. Alors la première partie sur l'intercommunalité essaye d'interroger la vision que l'État a ou a eue de la construction intercommunale et fait l'état des lieux de cette construction intercommunale. On a identifié des objectifs parce qu'il nous a semblé que les objectifs n'avaient jamais été totalement formalisés, ce qui est un point qui mérite peut-être d'être signalé. Les objectifs, on en a identifié 4. Évidemment, remédier à l'émiettement communal, un objectif d'aménagement du territoire, de solidarité locale et de performance des services publics et de services rendus aux citoyens.
ce dernier étant sans doute le plus présent dans les travaux les plus récents, les interventions législatives les plus récentes. Jusqu'à récemment, on a observé que l'État a promu de manière assez volontariste la construction intercommunale, aussi bien au plan fonctionnel que géographique. Vous l'avez vu dans le rapport, je ne reviens pas en détail, mais nous faisons un peu le panorama des compétences exercées aujourd'hui par les intercommunalités compte tenu des mouvements. Notre idée est de répondre à un besoin d'information du citoyen sur ce que fait l'intercommunalité concrètement. Ça ne nous paraît pas totalement accessoire et on va y revenir. Alors l'État l'a aussi promu, l'intercommunalité, en faisant son interlocuteur. On l'a récemment expliqué sur les CRTE, quand on a fourni un travail sur le plan de relance. Le fait que le portage des CRTE soit au niveau des EPCI est évidemment un signal de cette approche volontariste. Ce qu'on veut signaler sur l'état des lieux, c'est deux choses. C'est une certaine hétérogénéité sur le territoire, parce que la construction des schémas départementaux par les préfets a été très variable d'un territoire à l'autre, plus ou moins volontariste ou plus ou moins libéral. Enfin, je ne sais pas si ce sont les bons termes, mais on voit l'idée. Et puis, la grande instabilité, donc on veut souligner dans ce rapport, il n'existait aucun EPCI à fiscalité propre en 1992. Il y en avait 2600 en 2010. On est revenu à moins de 1300 aujourd'hui. Donc on voit que sur une période de temps assez courte, ça a quand même beaucoup changé. Et la population moyenne des EPCI est passée de 22 000 en 2010 à 55 000 habitants en 2020, ce qui évidemment en change la nature. La seconde partie de ce chapitre dresse un constat un peu mitigé de la contribution des intercommunalités au développement territorial. On souligne que cette contribution reste en deçà des attentes. Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on met l'accent dans cette partie. Un des premiers sujets, c'est celui des projets de territoire. Il nous a semblé que les projets de territoire, qui n'existent encore que dans moins de la moitié des EPCI, de manière finalisée, devraient être la base d'une démarche de construction intercommunale. Et ceux qui existent sont d'intérêt variable quant à leur portée stratégique. Et donc on fait ce point d'attention sur cet outil. On fait une recommandation d'ailleurs qui consisterait à rendre obligatoire la démarche du projet de territoire et d'en fixer à minima le contenu pour qu'on n'ait pas des choses trop au rabais. Aussi, on vient sur le sujet de la pertinence du périmètre géographique des intercommunalités, qui est un peu le sujet du périmètre théorique idéal. Ce qu'on souligne, c'est que ce périmètre ne peut se concevoir que politique publique par politique publique, et que poser la question d'une manière générique, c'est un peu s'interdire d'y répondre, parce que le périmètre géographique pertinent ne peut pas être le même en matière de eau et d'assainissement ou de services à la petite enfance. Ce qu'on souligne, c'est que la construction un peu à marche forcée d'EPCI dit XXL a amené de nombreuses questions et de complications qui ont obligé les EPCI à faire preuve de beaucoup d'imagination et en infra-EPCI, donc les relations avec les communes, et pour les relations de l'EPCI avec son environnement. Donc on essaye de faire un focus détaillé sur les relations entre les EPCI entre eux, donc le voisinage, les relations des EPCI avec les départements et avec les régions, ce qui nous paraît assez utile parce que c'est un sujet qui a beaucoup évolué. Et on en vient au sujet peut-être le plus important, qui est celui du service rendu aux citoyens, pour faire en fait un premier constat en forme de regret, c'est de dire qu'il n'y a pas aujourd'hui d'outils vraiment formalisés pour mesurer la qualité du service rendu aux citoyens. C'est-à-dire que si on se pose la question, est-ce que la construction intercommunale a de manière générale amélioré ce service rendu et la performance, c'est-à-dire meilleur service au moindre coût, on n'a pas vraiment de réponse univoque. Donc grâce aux travaux des chambres régionales des comptes, on apporte deux exemples. L'offre en matière de petite enfance, d'une part,
et l'offre en matière de politique de la lecture publique, sur lesquels on documente ce qui nous semble être une amélioration du service rendu apporté par la construction intercommunale. Mais ce travail que nous avons fait sur ces deux exemples mériterait d'être généralisé et objectivé. Mais enfin, on apporte cette pierre au raisonnement. Une des mauvaises pratiques, si je peux la qualifier ainsi, qu'on souligne, c'est le concept d'intérêt communautaire. Il nous semble, et on apporte un certain nombre d'exemples, que trop souvent, cet intérêt communautaire qui conditionne, dans un certain nombre de cas, la compétence des EPCI, est construit sous forme de liste d'équipements ou liste de voiries. Je caricature un peu, mais à peine. Et donc, on fait une recommandation, non pas pour fixer une définition de l'intérêt communautaire dans la loi, ce qui serait inadapté, mais au moins pour dire dans la loi ce que devrait être la définition de l'intérêt communautaire, c'est-à-dire justement éviter les listes et essayer de raisonner par bloc homogène de politique publique, de telle sorte qu'après, on puisse apprécier la qualité du service rendu par l'interco. Parce que si on raisonne équipement par équipement, l'appréciation ex post devient très compliquée. Dernier sujet, on insiste, c'est un point qui, évidemment, pour nous est important, sur le fait que la construction communautaire n'a à ce jour pas permis de freiner la dynamique de la dépense dans le bloc communal. On souligne que de 2015 à 2021, les dépenses de fonctionnement des EPCI ont augmenté de 25% et que pendant ce temps, celles des communes ont augmenté d'un peu plus d'1%. Donc il n'y a pas eu d'effet de maîtrise de la dépense au niveau du bloc communal qu'on puisse imputer ou mettre au crédit plutôt de l'intercommunalité. Alors, le dernier développement dans ce chapitre détaille le fonctionnement du bloc communal. Donc, on souligne à quel point il reste complexe et peu lisible pour les citoyens. Je l'ai dit et on l'avait déjà écrit, les EPCI XXL ont dégradé la gouvernance. Et ça, c'est un fait assez reconnu. On souligne les pratiques un peu en deçà des espérances en termes de pacte de gouvernance, qui était une formule qui nous paraissait intéressante, mais qui n'est pas assez mise en œuvre. On souligne la problématique de l'association des citoyens à la construction intercommunale. Et puis, évidemment, parce que c'est un rapport de la Cour des comptes, on détaille les relations financières entre les communes membres et les EPCI, avec un certain nombre de constats, notamment sur les transferts de compétences, dont on souligne qu'ils sont parfois peu ou mal évalués, un développement aussi sur les fonds de concours et sur le pilotage pluriannuel des investissements dans les EPCI. Il y a toute une série de recommandations, certaines déjà faites par la Cour des comptes, notamment celle consistant à une DGF au niveau de l'interco, qui avait déjà été formulée en 2014 et 2015 par la Cour et que nous reprenons à notre compte, mais aussi une recommandation pour obliger au partage de la taxe foncière lorsqu'elle résulte de l'installation de nouvelles entreprises au niveau de l'EPCI. En fait, les deux recommandations peut-être un peu transversales qu'on fait sur ce sujet financier, c'est une préconisation de développement des pactes financiers et fiscaux qui, comme les projets de territoire, nous semblent devoir être les clés de voûte de la construction intercommunale. Et puis, vous l'avez vu, la mutualisation des services. Les schémas de mutualisation au niveau des EPCI ne sont plus obligatoires depuis 2019. Et dans le rapport, nous le regrettons parce qu'il nous semble que, avec sûrement un temps d'apprentissage, l'idée de mutualiser les services au moins entre l'EPCI et la ville-centre, mais aussi de prévoir comment cette mutualisation a un impact sur les communes autres que la ville-centre, mériterait d'être systématisée. Et en guise de conclusion, vous l'avez vu, le rapport montre qu'on a en fait deux trajectoires. Une trajectoire un peu de syndicalisation des EPCI, qui est celle d'une tendance au retour de la commune avec un EPCI qui devient un prestataire de services un peu à la carte pour les communes membres, dont on décrit comment elle s'est mise en œuvre et un certain nombre d'inconvénients.
et une trajectoire qui est clairement celle que nous privilégions dans notre rapport, d'un nouvel élan donné à l'intercommunalité, mais avec des pistes d'amélioration quand même importantes pour que ce soit et plus efficace et plus lisible. Je l'ai dit, le projet de territoire, le pacte financier et fiscal, le schéma de mutualisation, une clarification des relations entre l'EPCI et les communes. Voilà les pistes qu'on essaye de tracer dans ce rapport. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Quelques réflexions et puis aussi quelques questions. C'est pour tout vous dire, la plupart des membres de la commission et des collectivités se sont couchés fort tard ce matin. Mais n'empêche, je trouve que vous... Fort tôt, oui. Fort tard, fort tôt. Ouais. N'empêche, votre intervention était bienvenue parce que, notamment dans la première partie, vous indiquiez certains éléments qui étaient un peu au cœur de certains débats qu'on avait hier, finalement, en séance, c'est-à-dire qui touchent à l'état de santé, l'état des finances des collectivités l'an prochain, qui a été et qui permet un petit peu de les objectiver. Alors, je note que dans cette première partie, vous parlez d'augmentation de la sensibilité des recettes fiscales locales à la conjoncture, et notamment avec le fort impact de l'inflation. Alors moi, ce matin, j'entendais un président d'une enseigne parler de tsunami d'inflation prévu pour la fin d'année avec des chiffres à 2 chiffres, en tout cas au moins pour l'augmentation des prix, notamment des prix alimentaires. Et vous notez notamment, je le vois pour les communes, que la part des dépenses énergétiques et alimentaires aux dépenses de fonctionnement vont évidemment impacter les collectivités, et j'insiste, notamment sur les communes. Donc c'est une première chose qui permet un peu d'avoir, j'allais dire, des bases de réflexion à nos débats. Et pour ma part, j'en suis intéressé, avec une deuxième remarque qu'on avait déjà, mais je trouve que c'est bien de à nouveau les avoir sous les yeux, qui est l'évolution de l'épargne brute, qui est quand même assez inquiétante. Là aussi, pas de manière égale selon les collectivités, mais notamment, une fois de plus encore, pour les communes, puisqu'on passe sur des chiffres négatifs, comme vous l'avez noté, et qui, là, peuvent toucher, évidemment, la question de l'inflation, des investissements, pardon. Bon, c'est une observation. Et du coup, moi, j'ai un peu 2 questions qui sont conjoncturelles à vous poser, liées à nos débats actuels sur budgétaires. C'est que, vous l'avez noté, il y a une dépense croissante des recettes des collectivités locales au produit de la fiscalité transférée, dont la TVA, qui prend une part grandissante, qui va être encore, pour ma part, je prends le terme aggravé, par la suppression annoncée de la CVAE. Quelle piste identifiez-vous pour renforcer, dans ces conditions, l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, dont j'estime qu'elle a été mise à mal par les réformes récentes de la fiscalité locale? Donc c'est une première question. Et la deuxième, c'est que le nouvel article 40 quater du PLF 2023 introduit par le gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité réintroduit l'instauration du dispositif de contraintes sur les collectivités sur plusieurs années 2023-2027 qui était dans la loi de programmation qui avait été rejetée par l'Assemblée. Et qui sanctionnerait les collectivités dont les dépenses de fonctionnement connaîtraient une croissance supérieure à l'inflation prévisionnelle minorée de 0,5 points. Estimez-vous que ce dispositif de contrôle des dépenses locales est justifié alors même que les collectivités locales affichaient un excédent de 0,2% du PIB en 2021? Donc ça, c'est mes 2 questions conjoncturelles. Sur la deuxième partie, j'aurais juste, pour tout vous dire, sur lequel j'ai moins de réflexion, mais j'aurais quand même une question à vous poser. Dans ce que vous indiquez à la fin, c'est-à-dire vous parlez de 2 trajectoires, soit la primauté donnée aux communes, soit la réorientation que vous privilégiez manifestement de l'intercommunalité. Mais j'avoue que sur les exemples que vous donnez qui pourraient illustrer cette deuxième voie, je suis resté un peu sur ma faim, c'est-à-dire j'entends des grands principes, mais je ne vois pas très bien concrètement comment vous les incarnez. Donc je veux bien un petit peu un retour sur ce que vous avez dit en réalité en conclusion. Et je donne tout de suite la parole au président Cazenave, qui est à côté de moi, pour embrayer sur les questions. Merci Monsieur le Président et merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais faire juste peut-être une remarque et 2 questions. Un des enseignements, je trouve, de vos travaux, c'est qu'on ne peut plus parler des collectivités territoriales.
c'est qu'on a un enjeu de différenciation, d'appréciation de l'hétérogénéité des collectivités. Je crois qu'il faut qu'on quitte un discours parfois un peu trop généraliste sur la situation des collectivités territoriales. Et vous le démontrez bien, Monsieur le Président, vous le rappelez, par exemple sur les dépenses alimentaires, de l'énergie, ça dépend énormément de la structure de la dépense. Et à l'intérieur des blocs de collectivités, la situation est très différente. Et d'ailleurs, ça valide plutôt, je trouve, ce qu'on a fait sur les filets de sécurité, ou plutôt que des mesures générales, on est sur des mesures ciblées. Je crois que nos politiques publiques à destination des collectivités, elles doivent rester dans une logique de plus grande différenciation parce que c'est la réalité qu'elles vivent. J'aurais une question sur l'investissement local. Vous l'avez un peu évoqué en appelant notre attention sur le compte au trésor des collectivités qui n'ont jamais finalement, le compte au trésor, c'est jamais aussi bien porté. Et ça, depuis 10-15 ans, elles accumulent un grand nombre de réserves. Et on sait que l'investissement public local, il est décisif dans la période qui arrive 2023 et décisif pour la transition énergétique. Est-ce que vous avez identifié dans vos travaux des freins à lever pour encourager les collectivités locales et malgré la conjoncture à s'engager dans des travaux investissements à 20-30 ans, notamment en matière de transition écologique? Et ma deuxième question portera sur la deuxième partie, sur les intercommunalités. Vous l'avez soulevé, c'est à la fois un sujet de fracture territoriale, la question des frontières des intercommunalités, et d'approfondissement de l'intérêt communautaire, parfois mis à mal. Intercommunalité de France a mis sur la table dans le débat actuel la transformation des intercommunalités en collectivités locales. Est-ce que pour vous, collectivités territoriales, est-ce que pour vous c'est un des leviers, un des chemins pour approfondir l'intérêt communautaire? Merci. Merci, Monsieur le Président. Le rapporteur général, Jean-René Cazeneuve. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, mes chers collègues. Écoutez, ce rapport a le mérite de nous réveiller, effectivement, en particulier sa partie 2, où je crois que vous explorez des pistes qui sont assez innovantes et intéressantes. Moi, j'aurais 4 points. La première, c'est sur en fait, la distinction entre la fiscalité liée à la conjoncture et celle qui n'y est pas. Dans quelle manière la CVAE, pour moi, est une fiscalité qui est liée à la conjoncture. Donc pourquoi vous la mettez quand on passe la CVAE à la TVA? Qu'est-ce qui change fondamentalement? Alors, ce n'est pas tout à fait le même cycle, ce n'est pas tout à fait la même ampleur, mais ce sont quand même deux fiscalités qui sont liées à la conjoncture. Le deuxième point, c'est que vous montrez très bien que à la fois les dépenses et les recettes sont très liées à l'inflation. Moi, ce qui m'intéresse, on peut imaginer de s'installer avec un certain niveau d'inflation pendant encore quelques années, c'est l'écart, d'une certaine manière. Est-ce comment va jouer sur la CAF cet écart, le poids de l'inflation sur les recettes et le poids de l'inflation sur les dépenses, sachant, comme l'a dit le président Cazeneuve, qu'il y a évidemment des écarts importants entre les niveaux de collectivité territoriale. Troisième élément très intéressant dans votre document, c'est que vous montrez très bien, alors on a lu votre rapport sur les finances en 2021, on connaît la situation globale qui est plutôt très favorable, et on voit très bien dans les schémas que vous avez montrés le retournement de conjoncture très rapide qui se fait sur l'année 2022. Que faudrait-il inventer comme outil pour essayer de suivre, pas tous les mois ou tous les trimestres, qu'est-ce qu'il faudrait pour objectiver les travaux de l'Assemblée nationale et puis de manière générale la vision qu'on a des finances, que votre rapport en particulier vient toujours évidemment avec 6, 7, 8 mois de retard, ce qui est normal, et ça peut quelquefois créer, ce décalage-là peut créer quelques éléments d'incompréhension entre nous. Puis dernier point, sur les EPCI, vous dites que l'efficience des EPCI n'est pas démontrée. Est-ce que ça veut dire que le transfert des compétences des communes vers les EPCI s'est traduit par une augmentation des dépenses des EPCI sans que les dépenses des communes aient baissé? Est-ce que, quelque part, est-ce que c'est ça que ça veut dire en termes clairs? Et sur la DGF, moi, je trouve l'idée assez intéressante, ne serait-ce que parce que ça faciliterait une réforme après laquelle on court depuis très longtemps, mais force est de constater quand même que tout ce qui tient dans les EPCI à des délibérations des différentes communes est aujourd'hui très difficile à prendre. On a eu cette année l'expérience sur la taxe d'aménagement où il y a un peu de flexibilité et on voit que c'est assez complexe. Donc voilà, on peut comprendre l'idée, est-ce qu'elle est véritablement opérationnelle?
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien, Thierry Vuc, je vous propose de répondre à ces premières séries de questions. Sébastien Doumex et Benoît Lyon pourront évidemment répondre selon si vous souhaitez leur donner la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a d'abord un point que j'ai déjà eu l'occasion de faire les fois précédentes, et je me permets de le refaire. Il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, et vous peut-être, mais et notamment celles qui sont sur des projets dont vous débattez précisément en ce moment. Enfin, le rôle de la Cour des comptes ne peut pas être de donner une opinion sur des projets sur lesquels le gouvernement et le Parlement n'ont pas encore décidé. Donc vous le savez bien, mais je fais cette petite précision. Pour ce qui est d'une question sur la contribution des collectivités locales au redressement des comptes publics, effectivement, on en parle. On en parlait déjà dans l'édition précédente. Il y a un point de méthode sur lequel je voudrais insister. Parce que vous l'avez indiqué, et bien sûr, tout le monde a cette donnée en tête en disant « mais les collectivités ont un excédent de 0,2 points de PIB ». Mais cet excédent est le fruit de toute une série de dispositifs plus qu'une donnée brute. Je veux dire, dans cet excédent, et on l'avait par exemple dit lorsqu'on avait travaillé sur le plan de relance et la crise sanitaire en démontrant que les filets divers en recettes, les dispositifs de dépenses représentaient 2,6 milliards, je crois, en 2021, mais cet excédent est le fruit de ça. Donc je ne sais pas si on peut tirer argument de ce solde positif ou quasi positif pour dire qu'il ne doit pas y avoir de contribution des collectivités. En tout cas, nous, dans nos travaux, celui-là, le précédent, mais aussi un 58.2 que nous avons récemment remis à la demande du Sénat sur les scénarios de financement, on considère que ce n'est pas un argument qui permet à lui seul d'écarter une contribution des collectivités qui nous paraît au contraire légitime compte tenu de l'évolution dans les appuis entre les administrations centrales, sociales et locales. Après, vous me demandez de préciser comment on incarne la trajectoire qu'on préconise sur l'intercommunalité. Il y a des sujets qui sont très loin de nos bases, sur lesquels on ne s'aventure pas, et je ne m'aventurerai pas non plus. C'est tout ce qui est droit électoral, mode d'élection. Ce n'est pas exactement notre cœur de métier, vous en conviendrez. En revanche, il importe que le citoyen contribuable sache ce que fait l'intercommunalité. Et c'est pour ça, et je crois que c'est des solutions qui incarnent l'intercommunalité qu'on propose. Un projet de territoire, un pacte financier et fiscal, que ce soit formalisé pour l'intercommunalité, pour quoi faire? Si on le formalise, pour le citoyen, ça devient quand même plus clair. Actuellement, on n'a pas fait d'études et de sondages, mais un micro-trottoir par-ci, par-là, je ne suis pas sûr que tous nos concitoyens sachent exactement ce que fait et ce que ne fait pas l'intercommunalité sur le territoire. Donc je pense que nos propositions, et y compris la DGF au niveau intercommunal, y compris ce qu'on propose sur les impôts fonciers quand c'est des nouvelles implantations, permettent d'incarner l'intercommunalité. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et juste sur le compte au trésor, alors c'est aussi un indicateur qu'on suit, nous, de près. L'évolution du compte au trésor, de notre point de vue, elle est vraiment liée à de très multiples facteurs, parmi lesquels je veux mentionner les retards et les ruptures d'approvisionnement dans les marchés de travaux qui font qu'il y a des décaissements qui sont différés parce qu'il y a tel matériau qui n'existe plus et que donc le chantier s'arrête et qu'il n'y a pas de fin de chantier, donc pas de décaissement. Il y a eu aussi une sursollicitation de la ressource d'emprunt. À l'époque, encore il y a 1 an ou 2, où la ressource était particulièrement bon marché. On l'avait souligné dans notre rapport sur l'investissement dans le bloc communal. Il y a eu des collectivités qui, sans doute par précaution, ont sursollicité et du coup, c'est sur le compte au trésor en attendant les investissements. Donc, ce qui est assez compliqué, c'est de donner une explication un peu univoque sur l'évolution de ce solde. Et pour nous, c'est un indicateur qu'on regarde de très près. Et je voulais aussi préciser, quand on dit fiscalité sensible à la conjoncture, dans nos tableaux, la CVAE, elle y est dans la fiscalité sensible à la conjoncture. On l'a pas mise à côté, parce qu'effectivement... Alors après, sensible à la conjoncture, il faut s'entendre sur ce que ça signifie. Il faudrait faire des calculs que nous n'avons pas faits, je vous l'indique, d'élasticité
qui sont quand même assez complexes. Ce qu'on souligne, c'est que le nouveau panier fiscal est plus sensible à la conjoncture que l'ancien. Pour autant, c'est vrai que la TVA, elle est assez stable. On ne va pas avoir une élasticité facteur 3 ou 4 de la TVA par rapport à la conjoncture. Mais par rapport à des impôts de production assis sur une base foncière, c'est plus évolutif. Alors, il y a une question que vous nous posez et qui est pour nous un chantier. C'est l'impact de l'inflation sur les recettes versus sur les dépenses. Quel est le solde ? Là, je dois vous avouer que je ne sais pas vous dire, mais c'est à coup sûr quelque chose qu'il faudra qu'on regarde sur les comptes 2022. Et comme vous, nous souhaitons, nous, avoir des instruments de suivi infra-annuels. Alors, on a tous les mois l'état des comptes. Je le disais dans mon propos liminaire, les statistiques que je vous ai fournies au 30 septembre, en vous les fournissant, je sais qu'elles sont partielles ou partiales, parce que, je l'ai signalé, il y a des montants très importants de TVA qui vont être versés aux départements et aux régions. Donc si je devais revenir devant vous avec le solde au 30 octobre, les données ne seraient pas du tout la même. Mais à part faire des indicateurs qu'on suit au mois le mois, je n'ai pas de meilleure réponse que ça à vous faire. Dernier point sur l'efficience. Oui, absolument. Ce que nous donnons comme chiffre, c'est bien qu'il n'y a pas eu d'effet d'économie sur les communes par la dépense intercommunale. C'est pour ça qu'on le souligne. J'ai donné les chiffres, 25% d'augmentation des dépenses de fonctionnement des intercos et 1% d'augmentation des communes. Ça n'a pas encore eu lieu et c'est quand même cet effort d'économie avec un meilleur service rendu qu'on serait en droit d'attendre. Merci. On va passer aux orateurs de groupe. Joël Giraud pour le groupe Renaissance. 2 minutes. Seulement 2 minutes, Président. Merci. Merci, Président. Monsieur le Président, messieurs les conseillers référendaires, non, quelques propos liminaires. Je constate avec un certain plaisir que vous avez souligné, non pas que Small is Beautiful, mais que les intercommunalités à taille humaine, issues d'ailleurs d'amendements qui avaient eu du mal à passer à l'époque avec le gouvernement pour pouvoir avoir des dérogations en zone rurale et de montagne, ont permis d'avoir des endroits où il y a des projets de territoire un peu plus pertinents et il y a une meilleure audibilité de la part des communes rurales. Si je peux me permettre, j'insiste quand même sur le fait qu'il faut apporter une grande attention à la légitimité démocratique des EPCI. Pour ma part, je suis un pro-intercommunalité, mais je constate quand même qu'il faut toujours éviter une organisation territoriale trop rigide au détriment des spécificités des territoires. Et je crois que c'est un préalable important. S'agissant du reproche que vous faites sur l'absence de projet de territoire et donc des obligations de mutualisation, obligations de projet, je crois quand même que si on regarde de manière exhaustive les choses, entre les nouveaux CRTE, entre les élaborations de SCOT puis de PLUI, mais également les programmes nationaux comme Petite Ville de demain. Moi, j'étais ministre en charge, obligé à la signature de l'intercommunalité dans les conventions pour que Petite Ville de demain ne soit pas un acte d'onanisme, mais un projet de territoire. On est plutôt à 15% de territoires qui n'ont pas de projet de territoire. Donc, ce qui me semble être quand même quelque chose d'assez raisonnable et de moins dangereux que vous ne le dites dans votre rapport. Vous faites un certain nombre de préconisations. Moi, je viendrai sur la principale. Vous proposez notamment une DGF qui est une DGF territorialisée au niveau des EPCI qui ensuite la redistribuerait. Alors, permettez-moi de vous dire que si vous voulez mettre le feu à l'ensemble du bloc communal, c'est ce qu'il faut faire. Je crois très sincèrement que cette proposition pose un énorme problème. En revanche, je voudrais savoir quelles sont les incitations que vous préconisez pour engager le processus de création de communes nouvelles volontaires. C'est vrai que nous n'avons plus en notre sein des Jacques Pélissier ou autres pour avoir des initiatives en la matière. J'aimerais savoir quelles sont vos préconisations en la matière. Merci. Merci Joël Giraud. Frédéric Abrolier pour le Rassemblement national. Pardon, Philippe Lotio. Monsieur Lotio, pardon, excusez-moi. Oui, alors, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, tous les rapports de la CRC comportent tout un ensemble d'informations extrêmement intéressantes et celui-là ne déroge pas à la lettre. Cependant, partageons pas forcément toutes les recommandations du rapport et celui-ci pour un certain nombre de questions.
Sur la première partie, vous dites en effet que il y a un problème, les collectivités sont sensibles à la conjoncture parce qu'elles maîtrisent de moins en moins leurs recettes. Alors, 2 points là-dessus. Vous parlez de différenciation et vous dites qu'il faut renforcer la péréquation horizontale. Est-ce que la péréquation horizontale n'est pas un peu un effet pervers dans la mesure où, quelque part, ça peut pénaliser ceux qui ont finalement investi sur l'attractivité, sur la bonne gestion pour avoir des résultats, au profit de ceux qui n'ont pas forcément investi. Et finalement, n'est-ce pas l'État, garant de la solidarité nationale, d'assurer la péréquation, donc plutôt péréquation verticale qu'horizontale. Deuxièmement, et vous l'avez d'ailleurs évoqué, le système aujourd'hui n'est-il pas de plus en plus incohérent et puis incompréhensible par une succession de mesures qui viennent s'empiler, et cela ne nécessite pas une remise à plat réelle du financement de nos collectivités? C'est un premier point. Sur les intercommunalités, les recommandations me font un peu penser à ce que ce gouvernement avec l'Europe, c'est-à-dire ça marche mal, donc il en faut davantage. Nous, on est plutôt, pour le coup, commune-département, vous le savez, pas EPCI région, parce qu'il y a un besoin de proximité et de réalité. De fait, on sera très critique sur une DGF intercommunale. Alors, quelques questions. Vous interrogez sur l'efficacité, l'efficience, la lisibilité de l'intercommunalité, c'est bien le problème. Mais si les intercos développent peu de projets de territoire, est-ce pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de territoire? Il n'y a pas de territoire identifié qui correspond à une réalité. Est-ce que, si on voit, je vous cite, le retour de la prééminence des communes et l'affirmation de la différenciation, n'est-ce pas simplement parce que c'est ce que veulent les habitants et les élus? Donc pourquoi aller à un moment contre? Si on ne se pose pas toujours la question de l'évaluation, est-ce pas tout simplement parce qu'il vaut mieux parfois éviter de se la poser et qu'on ne veut pas avoir la réponse? Et au final, il y a 2 options, celle du renforcement de l'intercommunalité et celle d'une interco, prestataire de services et espace de coopération volontaire. Pourquoi privilégier a priori un, tant que finalement l'autre paraît peut-être celui qui répond le mieux aux attentes locales? Merci, monsieur Lothiau. Michel Salah pour France Insoumise. Oui, nous interviendrons d'abord sur la première partie. Pardon, excusez-moi. Sur la première partie, sur le rapport de la Cour des comptes revient sur la situation des finances locales. Après avoir décrit pour 2021 une situation financière favorable du fait du rebond naturel post-crise, la Cour estime aujourd'hui que la situation internationale pèse sur les charges des collectivités de manière directe, coût des achats et des services, ou indirecte, mesures salariales dont la hausse des points d'indice. Mais elle estime que les produits de fonctionnement devraient rester dynamiques du fait de l'inflation, avec une hausse des produits de la fiscalité locale et économique TVA. Le rapport précise que l'évolution de la situation financière des collectivités dépendra dynamiques respectives de leurs charges et produits, du coût de l'emprunt et des contraintes sur l'investissement local. La Cour évoque tout de même un infléchissement de la trajectoire de reprise attendue pour 2022-2023. Vous confirmez entre autres le constat de l'impact pérenne de la crise sanitaire avec une diminution des produits de CVAE en 2022 de moins 3,3%, moins 5,2 pour les communes et moins 3,4 pour les départements. Il est également estimé une hausse de 5,4% des charges réelles de fonctionnement des communes sur un an, au 31 août 2022, avec plus 13,7% des achats et biens des services et plus 4% des dépenses de personnel. Pour les départements, des charges de fonctionnement stables à plus 1% et de plus 1,4% pour les régions. Ma question portera sur la première partie. Nous interviendrons par la suite sur la deuxième partie, sur l'intercommunalité. Mais ma question est celle-ci. Le premier chapitre sur la situation financière des collectivités est particulièrement limité et évoque à peine les constats des élus locaux qui alertent sur la situation financière des collectivités. Pouvez-vous aujourd'hui développer et avez-vous des chiffres sur les dynamiques respectives de leurs charges et produits pour 2022 ? Nous pensons notamment à l'étude de la Banque postale de septembre dernier qui révèle de nombreuses difficultés financières avec des chiffres différents de ceux estimés dans le rapport. Chute de moins 0,4% de l'épargne brute des collectivités, moins 8,9% pour le bloc communal, des dépenses de fonctionnement en hausse de 4,9%, plus 6,2% pour le bloc communal et moins 3,6% pour les départements, avec des charges à caractère général en hausse de 11,6%, soit à peu près le double de l'inflation. L'investissement continuerait, mais serait en diminution par rapport aux années précédentes. Merci. Audi Philippot, pour les Républicains. Il faut fermer le micro, Michel. Merci.
Merci beaucoup, Président. Je remercie les représentants de la Cour des comptes pour ce travail très intéressant. Je vois 3 problèmes importants dans l'analyse. Le premier, au niveau macro, c'est que cette analyse, elle doit tenir compte de la réalité des différents niveaux de collectivité, ne pas forcément les amalgamer, comme quand on parle des ressources des collectivités territoriales, des régions, des intercommunalités, qui sont très dynamiques. Ce n'est pas le cas forcément pour les communes et les départements. Et quand on parle des communes, il y a des communes de différentes tailles, avec des charges de centralité très différentes. Certaines voient leurs dépenses d'énergie être multipliées par 2, par 3, ce qui représente parfois plus que leur capacité d'autofinancement. Et les transferts qui ont été, les compétences qui ont été transférées à ces échelons-là sont des dépenses qui sont plutôt dynamiques. Et ensuite, d'un autre côté, je rebondis sur ce qui a été dit. Je m'inquiète de voir dans la majorité des gens qui sont favorables au transfert de la DGF au niveau intercommunal, comme le rapporteur. L'autonomie financière et fiscale des collectivités est déjà mise à mal depuis maintenant 10 ans. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Deuxième problème, il est antinomique. De vouloir à la fois une intégration financière et des compétences plus fortes au niveau des intercos, et de dire en même temps qu'on va inciter à créer des communes nouvelles. Il fallait choisir l'un ou l'autre, et le choix qui a été fait, c'est de pousser à fond les intercos à marche forcée, avec les problèmes que vous décrivez aujourd'hui. Et puis troisièmement, aujourd'hui, on pousse toujours plus, que ce soit les grandes régions, les grandes Comcom, à une intégration très horizontale, au lieu de limiter le nombre de strates communales, administratives, comme nous voulions le faire en fusionnant départements et régions. Ça éloigne le citoyen des niveaux des niveaux de décision de ses interlocuteurs, et ça crée un petit problème démocratique. Le danger qu'on a depuis 2012 et la période Hollande-Macron, c'est celle d'une trop grande recentralisation. On a parlé de ce projet de DGF, des fusions forcées, des transferts de compétences forcés, de la perte pour nos communes des leviers financiers et fiscaux. Et tout ça, ce n'est pas un mouvement qu'il faut poursuivre. Et enfin, une dernière chose, ayez bien conscience que les projets de territoire ne sont pas immédiats quand ils ne correspondent plus au bassin de vie. Pour ça, il faut du temps. Merci. Et ce temps-là, on ne leur a pas laissé aujourd'hui. Merci Fabien De Filippo. Marina Ferrari pour le groupe démocratique. Merci Monsieur le Président Vuc, messieurs les conseillères référendaires, merci pour votre présence avec nous aujourd'hui. Alors votre rapport est intéressant parce qu'il permet effectivement sur la première partie concernant la situation financière de nos collectivités d'objectiver cette situation. Il y a un problème ? Ah, pas du tout. Ah, non. D'objectiver cette situation, donc on voit bien que effectivement les finances publiques locales vont mieux qu'en 2019, nonobstant le fait, et vous l'avez rappelé, qu'il y a eu des mesures qui ont permis qu'on arrive aujourd'hui à cette situation, et donc il faut qu'on en tire les conséquences pour l'avenir, puisque nous avons des incertitudes, votre rapport le pointe, importantes pour les années à venir. Le fait que les dépenses de fonctionnement aient augmenté et dans le bloc intercommunal et dans le bloc communal est, à notre sens, de nature à démontrer que oui, il faut bien mettre en œuvre un pacte de confiance pour aider les collectivités à encadrer leurs dépenses de fonctionnement. Ceci étant dit, j'ai 2 questions concernant les finances. La première, vous évoquez donc le nécessaire renforcement d'une péréquation horizontale. En revanche, je n'ai rien lu concernant la péréquation verticale. Nous sommes nombreux aujourd'hui à nous intéresser sur le fait que cette péréquation verticale devrait être davantage adaptée à l'hétérogénéité des situations, avec peut-être des critérisations qui pourraient être différentes pour coller aux réalités territoriales ou économiques. Deuxièmement, vous évoquez donc le projet d'auto-assurance collective qui est déjà mis en œuvre aujourd'hui par les départements et qui est extrêmement intéressant et qui nous a d'ailleurs été demandé lors de nos entretiens avec Joël Giraud par des représentants du bloc communal ou intercommunal. Ça pourrait être des choses intéressantes, ce qui nous permettrait d'éviter d'avoir, en fonction des crises, des systèmes de filets de sécurité à répétition. Et ma question est, serait-il pertinent à votre sens qu'on mette en œuvre, enfin vous le préconisez, mais que l'État puisse aussi abonder à ce genre de fonds. Enfin, concernant l'intercommunalité, alors je vous rejoins tout à fait sur le constat du fait que l'intercommunalité nous paraît très éloignée aujourd'hui, sur la nécessité de construire des projets de territoire et sur la nécessité de généraliser les plans pluriannuels d'investissement. Je termine. En revanche, il me semble, comme mes collègues, dangereux d'envisager un transfert aujourd'hui de la DGF. Nous avons d'ailleurs, présenté un amendement pour redonner de la souplesse sur la taxe d'aménagement. Je crois qu'on ne peut pas construire un projet de territoire en imposant des règles budgétaires. Il faut d'abord que le projet de territoire émerge et que la fiscalité vienne. Merci. Christine Pires-Beaune pour le groupe socialiste.
Oui, merci Monsieur le Président et merci messieurs pour cette présentation. J'avoue que je n'ai pas lu le rapport dans son entièreté. Je pense que en plein PLF et PLFR c'est délicat, mais je le ferai avec beaucoup de plaisir. 2 remarques préliminaires. Une sensibilité accrue pour les finances locales à la conjoncture économique, vous l'avez dit, en raison de la suppression d'impôts locaux, avec pour conséquence, et je pense que c'est peut-être une conséquence qu'on n'avait pas suffisamment mesurée, c'est la moindre visibilité pour les élus locaux à l'heure où on leur demande justement de faire de la planification. Et je pense que c'est une erreur, enfin c'est une conséquence peut-être connexe à cette suppression d'impôts, mais qui n'est pas neutre. La deuxième remarque préliminaire, c'est l'explosion de la différenciation qui exclut donc des mesures générales. Et là, je rejoins entièrement le président de notre délégation. Je pense qu'il n'y a plus de dispositif qui devrait être global pour les collectivités en raison de cette hétérogénéité tant entre les catégories qu'à l'intérieur des catégories, ce qui nous oblige à chaque fois à faire des ciblages fins, ce qui est beaucoup plus difficile, requiert beaucoup plus de temps, mais je pense que c'est pourtant nécessaire. Moi, j'ai 2 questions. Face à l'explosion justement de cette hétérogénéité des collectivités et au sein de chaque catégorie, considérez-vous que la péréquation dite verticale, DSU, DNP, DSR et horizontale, FPIC et FSRIF, doivent être amplifiées? Et n'y a-t-il pas urgence à faire une évaluation de toutes ces péréquations? Deuxième question, pour appréhender cette hétérogénéité toujours, ne faudrait-il pas inventer de nouveaux indicateurs, notamment pour tenir compte de la bifurcation écologique qui n'est pas évoquée, mais qui s'impose aussi aux collectivités? Enfin, je conclurai sur un paradoxe. Vous avez dit, et je le constate aussi, que l'État fait de l'Interco son interlocuteur privilégié, exemple les CRTE, mais pendant la crise sanitaire, l'État s'est appuyé sur les maires et pas les présidents d'Interco. Et ce sont les 35 000 maires de France qui ont été des interlocuteurs précieux pour toutes nos populations partout sur le territoire. Quant aux 2 trajectoires, je finis, Monsieur le Président, il me semble, compte tenu justement de cette hétérogénéité, qu'il n'y a pas une trajectoire à privilégier. Et enfin, je terminerai là-dessus, sur les économies d'échelle qui n'ont pas été faites. Moi, je pense vraiment que le principal objectif de l'Interco, ce n'était pas les économies d'échelle, mais c'était bien l'amélioration du service et l'extension du service à tous les habitants. Merci. Merci. Le groupe Horizon, c'est Lise Magnier. Monsieur Jolivet, François Jolivet. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ce rapport très dense que la Cour nous remet. J'aurais d'abord une question technique. La première, c'est que vous précisez dans votre rapport qu'entre 2015 et 2021, les dépenses de fonctionnement des EPCI ont augmenté de 25%. Et je souhaiterais savoir de combien leurs recettes ont également augmenté. Et vous précisez également que les communes auraient eu une augmentation de plus 0,9%. Et même chose, quelle a été l'augmentation de des recettes. Et puis après, je souhaiterais avoir votre regard critique sur, maintenant qu'on a un recul sur l'intercommunalité, sur les effets de levier qu'ont provoqué les commissions d'évaluation des charges. Ont-elles bien fonctionné? Alors que la Cour, à l'époque d'un premier vice-président qui s'appelait Philippe Seguin, avait indiqué qu'il était bon d'évaluer aussi les charges futures des compétences transférées, parce qu'on s'apercevait que les communes transféraient, mais n'évaluaient mal les charges. Et donc, quand c'était l'intercommunalité, celle-ci pouvait s'endetter. D'autre part, que vous puissiez aussi mesurer et nous dire comment ont fonctionné les effets de mutualisation, puisqu'en fait, c'est une interrogation qui est portée notamment par l'Association des maires ruraux et même par beaucoup de membres de l'Association des maires de France. Et ensuite, je souhaiterais avoir un regard critique. La Cour a des opinions, et c'est normal. Elle est là pour apporter des conseils. Dans votre rapport très dense, vous avez un chapitre qui s'appelle l'intercommunalité, la réponse à l'émiettement communal. D'accord, mais est-ce un objectif en soi? Et vous demandez, dans les trajectoires que vous proposez, en fait, il y en a 2 qui s'opposent. La première, soit l'intercommunalité est un groupement de moyens au service de ses membres, ou l'intercommunalité est un groupement de collectivités qui développe sa propre stratégie, au risque de ne pas toujours servir l'intérêt de tous ses membres. Et ce qui pose d'ailleurs les difficultés de gouvernance. Et nous, au groupe Horizon Apparenté, nous voudrions aussi dire que
l'hostilité grande au transfert de la DGF à l'Interco et l'Interco qui répartit. Et vous rappelez qu'on s'intéresse beaucoup aux couples entre collectivités territoriales, mais il serait peut-être bon de s'intéresser aux couples habitants-collectivités, parce qu'on l'oublie. Merci. Et dans le grand débat, nous avons su le redécouvrir. Merci. Christine Arrigui pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, merci Monsieur le Président de la Cour des comptes et les conseillers référendaires. Alors, nous associons à une question qui a été précédemment posée concernant l'article 16 et l'article 23, avec l'article 23 qui a été supprimé par le Sénat et l'article 16 maintenu. Et nous prenons acte de votre réponse de réserve ou réservée sur cette appréciation. Mais nous y reviendrons en seconde lecture. Par contre, dans le fascicule du rapport annuel, vous indiquez que le remplacement de la taxe d'habitation pour les EPCI, la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les départements dont l'assiette est territorialisée par une fraction de TVA, sans assiette locale, renforce la perte de lien fiscal avec le territoire. Alors, quelles seraient les options envisageables ou envisagées pour redonner des marges de manœuvre fiscales aux collectivités? Est-ce que vous pourriez nous faire état de vos réflexions sur le sujet? Et puis ensuite, vous nous indiquez sur le document que vous nous avez remis et qui reprend ce que vous inscrivez sur le rapport, un fonctionnement du bloc communal complexe et peu lisible. C'est le moins que l'on puisse dire, y compris désormais dans le cadre du transfert de la compétence de l'autorité de mobilité en matière de transport. Et d'ailleurs, j'ai posé hier un amendement qui a fait l'objet d'une réponse laconique à la fois du ministre et du rapporteur général, puisque à ma question et à mon amendement, j'ai eu droit à un défavorable, alors que je l'avais défendu. Et je vous repose donc la question pour savoir si vous partagez l'idée de ce que, à partir du moment où il y a sur le versement mobilité, sur la question du transfert de l'autorité de mobilité des EPCI vers la région, les régions seraient susceptibles de pouvoir en effet lever ce versement mobilité lorsqu'un établissement public leur transfère cette compétence. Et en effet, 80% des EPCI ont transféré la compétence mobilité à la région, et ça ne s'accompagne pas automatiquement la possibilité pour la région de lever le versement mobilité. Pourriez-vous nous faire part de votre sentiment sur cette question et sur ce point à la fois technique et politique? Merci. On passe à Nicolas Sansu pour GDR. Merci, Président. Messieurs les Présidents, Monsieur le Président de la Cour des comptes, référendaire, juste un petit mot sur la situation des collectivités territoriales dans votre rapport qui est extrêmement intéressante. Votre rapport est extrêmement intéressant sur l'hétérogénéité des situations, alors entre strates, entre types de collectivités, mais entre strates aussi, parce que je pense qu'on est maintenant devant une situation qui n'est pas homogène. Ça a été dit par le président Cazenave. Chacun se rend compte que dans les territoires fragiles, la diminution de la CAF brute est sans doute beaucoup plus importante que ce qu'elle est au global, notamment pour le bloc communal. Et des communes qui portent la solidarité et le développement dans ces territoires fragiles sont aujourd'hui dans des situations très compliquées. Et c'est le cas évidemment sur 2021 où il y a une baisse, mais ce sera le cas sur 2022 et encore plus sur 2023 avec les effets de l'inflation. Vous dites aussi la sensibilité des collectivités locales à la conjoncture, notamment des recettes à la conjoncture, avec le basculement de recettes vers la TVA. Quand on bascule des recettes qui viennent de l'impôt économique local vers la TVA, c'est quand même aussi un basculement des entreprises vers les ménages, ce qui pose un autre problème global sur la structuration des recettes de nos collectivités locales, et ce serait très très bien que la Cour puisse se saisir de ça, c'est-à-dire la structuration des recettes en fonction de leur provenance. Sur l'intercommunalité, moi je veux vous dire une chose, c'est que vous oubliez un point essentiel, mais c'est assez commun depuis quelques années dans les rapports de la Cour, c'est la prééminence de la commune. Prééminence démocratique, prééminence historique, et je veux dire prééminence citoyenne. Parce que la commune, c'est là où les gens sont élus, c'est là où les gens frappent à la porte. Et mon collègue Jolivet a parlé de couple habitant-collectivité territoriale. C'est là où les gens frappent à la porte. Et ça, on ne pourra pas l'enlever. Et donc, juste un dernier mot pour dire que si vous souhaitez mettre la DGF
la DGF au sein de l'intercommunalité. Alors, bon courage. Et puis moi, je vous invite à l'annoncer le 18 novembre, 4 jours avant le congrès des maires, et on verra ce qui peut se passer. Bien. On vous souhaite plein de bien, Charles. Charles de Courson pour Lyotte. Messieurs les représentants de la Cour des comptes, je voudrais me concentrer sur certaines de vos recommandations. Première question, il semble que vous ne vous êtes pas intéressé dans votre rapport à un problème fondamental de la démocratie locale, c'est les citoyens. Et comment les citoyens peuvent réguler la dépense locale, c'est-à-dire la qualité des services publics, leur niveau, etc., au regard d'une pression fiscale. C'est un point qui, semble-t-il, n'a pas été développé parmi vous, mais qui me paraît central. Je dirais que beaucoup de vos recommandations, c'est ma deuxième question, sont assez technocratiques. L'élaboration d'un projet de territoire. Mais pourquoi dans certaines communautés de communes, enfin, ou d'interco, il n'y en a pas? C'est très simple, parce qu'elles sont issues, ces intercos, d'une fusion, de réorganisation qui n'ont pas été un choix dans beaucoup de départements, mais qui sont des intercommunalités plutôt subies que choisies. Il y a de tout dans les intercommunalités. Troisième question, votre idée de subordonner la reconnaissance d'un intérêt communautaire à la fixation de critères formalisés. Mais si je devais résumer, qu'est-ce que l'intérêt communautaire? L'intérêt communautaire, c'est ce qu'on considère comme d'intérêt communautaire. Donc on voit bien que vouloir fixer des critères objectifs, vous n'y arriverez jamais. Ce qui manque dans beaucoup d'intercos, c'est l'esprit communautaire. Certains conçoivent les intercos comme une espèce de coopérative, un syndicat où chacun doit retrouver ce qu'il y met, vous voyez. Dans certaines intercos, il n'y a pas d'esprit communautaire. Il y en a où il y a un esprit communautaire. Et c'est ça, me semble-t-il, le point central. Votre idée de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée sur la modification des attributions de compensation, ça me paraît de bon sens, puisque je connais des intercos où plus on intègre les compétences, plus les riches deviennent riches, puisqu'ils ont toujours la même autofinancement pour exercer de moins en moins de compétences. C'est quelque chose qui serait intéressant que vous approfondissiez dans les contrôles des chambres régionales. Ouais. Et puis, la vieille idée de la DGF... Conclure, Charles. Oui, la DGF communautaire, alors là, renoncez à cette idée. Hein, parce que le vrai problème, c'est la possibilité, vous l'évoquez dans votre rapport, d'une intégration sous forme de section des communes dans l'intercommunalité, avec les avantages et les inconvénients. Merci. Monsieur Vugt. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a un certain nombre de propositions, de recommandations qu'on a formulées, dont on savait très bien en les écrivant qu'elles n'étaient pas totalement consensuelles. Avant de livrer nos rapports, on a une phase de contradiction, vous le savez, et toutes les associations nationales d'élus ont répondu, nous les avons auditionnées, et nous savons qu'il y a des positions, et notamment sur la DGF, mais je tiens quand même à souligner, je l'ai dit un peu vite dans ma présentation, que ça n'est pas une proposition nouvelle de la part de la Cour des comptes. Donc nous avons une certaine constance, à défaut d'être consensuel. C'est quelque chose que nous avons déjà écrit en 2014 et 2015. Et nous maintenons cette proposition dont, évidemment, vous ferez ce que vous voudrez, comme c'est bien normal. Pour ce qui est de la péréquation, nous soulignons dans le rapport que la péréquation horizontale, c'est de l'ordre de 4 milliards et la péréquation verticale, 8 milliards et demi, mais nous soulignons aussi, et nous appelons de nos voeux, un renforcement de la péréquation horizontale avec un argument qui est développé dans le rapport, qui est de dire qu'au regard des situations respectives des finances de l'État et des collectivités locales, ça n'est pas possible que toutes les variations du cycle économique ou des produits se retrouvent à la charge de l'État en cas de récession et au profit des collectivités en période de reprise. Il y a tout de même un moment où il faut qu'on regarde l'ensemble des finances publiques, et cette espèce de
d'inégalité dans le débouché en cas d'évolution des finances publiques nous paraît poser un problème. Et c'est pour ça qu'il nous semble que c'est la péréquation horizontale qui doit être privilégiée et développée, ainsi que les mécanismes d'auto-assurance, soit collectifs, soit individuels, comme l'ont fait les départements. Ça nous paraît des schémas vertueux qui doivent être préconisés. Alors, vous avez posé une question sur le paradoxe qu'il y aurait à faire et le constat de l'absence d'outils d'évaluation sur l'impact de l'interco ou l'efficience des politiques intercommunales et le fait de préconiser un renforcement de l'échelon intercommunal. Mais les carences ou les lacunes en matière d'évaluation ne sont pas le monopole de l'échelon intercommunal. Et dans tous nos rapports, nous soulignons que sur beaucoup de politiques, notamment décentralisées, mais pas seulement, on est en fait très en retard en termes d'outils d'évaluation. Donc ce constat, il est global. On le mentionne notamment sur l'échelon intercommunal, mais on ne peut pas déduire que parce qu'on ne peut pas évaluer l'impact de l'intercommunalité, il faut renoncer à un outil qui remédie quand même, on le dit et on le maintient, aux inconvénients, parce qu'il y en a, induits par l'émiettement communal par rapport à la situation où sont les autres pays comparables aux nôtres. On a un nombre de communes qui a un peu réduit, mais qui reste tout à fait particulier. Je prends un qualificatif neutre. Je voudrais aussi dire un mot sur les CRTE. Quand on lit les CRTE, il faut faire un petit effort pour voir dans le CRTE un projet de territoire. Ce sont quand même des schémas un peu plus sommaires que ce qu'on pourrait attendre d'un projet de territoire à l'échelle d'une grande intercommunalité. C'est un vecteur utile, ça a permis de mettre en place le plan de relance, mais à elle seule, l'existence des CRTE ne peut pas tenir lieu de projet de territoire. Je voudrais aussi revenir sur le sujet de l'efficience. Notre but, vous l'avez vu dans ce rapport sur l'interco, n'est pas de savoir en fait si on a fait des économies ou pas, parce que à aucun moment dans les 4 objectifs que j'ai reformulés, la question n'est posée dans ces termes. La question est posée en termes d'efficience, c'est-à-dire de qualité du service rendu au moindre coût. Et nous avons essayé, peut-être pas assez, de faire de cette approche qualité du service rendu au moindre coût une de nos grilles d'analyse. Et donc, ça veut dire que pour nous, le citoyen est au cœur de l'analyse qu'on fait de l'intercommunalité. Précisément, on n'a pas voulu poser le débat en termes d'économie, d'efficacité. On essaye de mettre au regard ce que le citoyen obtient comme prestation par rapport au coût. Et c'est là qu'on apporte 2 exemples, alors qu'ils peuvent être jugés partiels, hein, mais les 2 exemples que j'ai cités, l'accueil de la petite enfance et les politiques de lecture publique, sont documentés. Là, on peut dire qu'il y a un meilleur service pour un moindre coût, et on souhaiterait pouvoir faire l'étude et le dire sur d'autres sujets. Alors, vous posez aussi une question sur les mutualisations et comment ça marche. Vous l'avez vu, on souligne et on regrette que les schémas de mutualisation ne soient plus requis, alors qu'ils l'étaient avant, parce que ça nous paraît potentiellement une démarche vertueuse et porteuse d'amélioration du service et ou de maîtrise des coûts. Je reste sur les 2 étapes du raisonnement, sur des fonctions support, notamment entre la ville-centre et l'intercommunalité. D'ailleurs, ça se développe énormément, mais on souhaiterait que ce soit formalisé, que justement ce soit un peu clarifié. Et il y a une zone grise, souvent dans les mutualisations, c'est la relation entre le service mutualisé et les communes autres que la ville-centre. Et là, je pense qu'un schéma à l'échelle de chaque EPCI permettrait de combler cette zone grise. Après, pour ce qui est du lien fiscal, du lien de la territorialisation de la fiscalité, mais aussi des interrogations prospectives sur l'affectation de tel type de ressources à tel type de collectivité locale ou de groupement,
Ça n'est pas un sujet que nous évoquons dans ce rapport, mais je me permets de mentionner un travail très récent de la Cour des comptes, que le Premier président a été présenté chez vos homologues du Sénat il y a quelques semaines sur les scénarios de financement des collectivités locales, travail dans lequel justement on essaye de s'abstraire de l'actualité et des données mensuelles ou trimestrielles pour essayer de se projeter sur le moyen terme. Dans ce travail, la Cour propose un scénario où les produits fiscaux territorialisés seraient fléchés vers le bloc communal et les autres types de ressources vers les départements et les régions. On propose notamment une nationalisation des DMTO pour les répartir. Donc voilà, c'est dans ce travail-là et pas dans celui que je vous présente aujourd'hui que ces scénarios sont esquissés de manière assez détaillée et documentée. Merci. On va passer aux orateurs autres pour pas plus d'une minute chacun. Merci. Patricia Lemoine. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, une première observation concernant l'augmentation des dépenses de fonctionnement des intercommunalités. Il me paraît quand même nécessaire de rappeler qu'entre 2015 et 2022, on a eu énormément de compétences qui ont été transférées de façon obligatoire aux intercommunalités et qu'il faut financer ces nouvelles compétences. Je pense à l'eau et l'assainissement, la GEMAPI, le développement économique, et qui nécessite de mobiliser du personnel pour suivre ces compétences. C'est également le cas pour les PCAET. Vous évoquez la nécessité, sans doute, d'engager une réforme institutionnelle conduisant à transformer les intercommunalités en collectivités territoriales. La question a été posée également par Thomas Cazenave. Quels en seraient les avantages selon vous? Et puis, vous évoquez l'évolution du paysage communal avec trop de communes. Le constat que le dispositif commune-communauté introduit par la loi Gatel n'est absolument pas engagé aujourd'hui. Quels sont, selon vous, les freins et les obstacles à ce dispositif? Merci, Patricia Lemoine. Michel Lozana. Oui, merci, Monsieur le Président. Rapidement, parce que beaucoup a déjà été dit, je voulais juste revenir sur les recommandations que vous faites. Alors, au départ, vous dites que vous ne prononcez pas sur la transformation des EPCI telles que les communautés d'agglo en collectivités territoriales, vous l'avez rappelé. Sauf que dans vos recommandations, il semble quand même que vous alliez vers cette pente-là. On a parlé beaucoup de mutualisation et puis de la DGF. Vous avez compris que la DGF versée à l'intercommunalité est un chiffon rouge, en tout cas pour tous ceux qui ont été des élus locaux. Donc, il semblait quand même affirmer la prééminence des EPCI sur les communes. Alors, mes questions, ça va être sur la différenciation, parce qu'on a beaucoup parlé de la différenciation. Est-ce qu'on peut faire des grands chapitres sur ce que sont, par exemple, les communautés de communes par rapport aux communautés d'agglomération? Et peut-on travailler donc sur des compétences un petit peu différentes sur ces strates-là? Et dernier point, vous avez cité les augmentations de frais de fonctionnement, des budgets de fonctionnement très importants, l'augmentation de plus de 25% dans les intercommunalités. Est-ce que cela pourrait être un critère, justement, oui, Monsieur le Président, un critère comme ce l'était, par exemple, dans les contrats de Cahors? Merci. Merci, Monsieur Lozana. Emmanuel Mandon, qui est membre de la collectivité territoriale, que je salue. Oui, la délégation. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, je voudrais simplement souligner que, en lisant le rapport, des productions là, de la Cour des comptes, nous avons effectivement l'impression qu'on appelle au grand soir pour les finances des collectivités territoriales. Mais nous savons dans notre histoire récente que tout cela n'est jamais facile et puis qu'on part d'un existant. Et j'avais prévu de ne pas maintenir ma question, mais c'est parce que beaucoup de choses ont été dites et très riches ce matin. Je voudrais simplement dire que la clarification des principes à laquelle on peut tous aspirer ne conduit pas toujours à adopter des dispositifs tout aussi clairs. Et c'est toute la difficulté de vouloir simplifier dans un pays qui toujours semble condamné à complexifier.
Alors sur cette considération, vous évoquez des scénarios de réforme, mais je dois dire que je reste sur ma faim parce qu'on se demande la faisabilité de tout cela. C'était une remarque et je vous remercie. Merci Marie-Christine Dalloz. Oui, merci, monsieur le Président. Messieurs les Présidents, vous évoquez dans votre rapport que le niveau de TVA transféré aux départements et aux régions est important. Moi, je veux vous rappeler qu'avant la réforme de 2020, les départements avaient 47% de produits fiscaux sensibles à la conjoncture. Après la réforme de 2020, c'est 79%, quasiment 80% des produits fiscaux des départements qui sont sensibles à la conjoncture économique. Et dans le contexte que nous allons connaître entre l'inflation et les éléments moindre croissance, ça va avoir une importance considérable. Ça, c'était ma remarque. Dans votre rapport, vous parlez de la lecture publique par rapport à l'intercommunalité. Moi, je voudrais vous rappeler que certains départements ont mis en place des schémas départementaux de lecture publique, c'est le cas dans le Jura, et que l'intercommunalité bénéficie des financements importants et d'une disposition financée par les départements à l'origine. Enfin, concernant les communes nouvelles, c'est bien de les prôner. Il y a des échecs et des réussites. Est-ce que vous avez programmé le divorce? Puisque le mariage, on le connaît, est-ce qu'il y a des sorties possibles avec des divorces et quelles sont les conséquences? Merci. Frédéric Cabrolier. Oui, donc moi je voudrais revenir sur la remise en cause par l'État de la libre autonomie financière des collectivités. En 2022, on était dans les contrats de Cahors avec des dépenses de fonctionnement qui ne devaient pas dépasser 2%. En 2023, ça va être pire avec la deuxième génération des contrats de Cahors, où là, ça sera moins 0,5% par an. En ce qui concerne également la libre autonomie fiscale, cette fois-ci, en tout cas du bloc communal, on a depuis 2017 la perte de 25 points de pouvoir de levier fiscal, de pouvoir d'imposition. Ça représente 150 milliards d'euros. Ça a été dit, tout ça a été transféré au niveau de la TVA. Donc moi, la question que je pose, en tout cas, je voudrais avoir votre impression là-dessus, je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une volonté de l'État de déshabiller donc, les communes au profit donc, des EPCI, comme d'ailleurs ça a été fait plus haut avec l'État-nation qu'on a déshabillé au profit de l'Europe? Je vous remercie. Pascal Lecamp. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais, comme on n'a qu'une minute, insister sur un point de votre rapport qui me paraît très important. Augmentation de 25% des dépenses des EPCI, avec transfert de compétences, augmentation des charges salariales importantes, à peu près un maintien au niveau des communes sans baisse de personnel, ce qui fait que le pourcentage de masse salariale devient très important, en particulier dans les communes, en particulier les communes rurales dont j'étais maire encore jusqu'à peu de temps. Le résultat, c'est naturellement une baisse de l'excédent de fonctionnement, donc de la capacité de photofinancement. Et si on veut réussir les programmes Fonds Vert, Petite Ville de demain, qui sont très bons, il faut qu'avec ces 20% de charge obligatoire, on puisse maintenir la capacité d'autofinancement des communes. Et sans doute qu'une des solutions que vous proposez, pour faire court, c'est la création de communes nouvelles d'une certaine taille. Je prends mon exemple, ville de 3000 habitants, 1500 de chaque côté, 13 conseillers plus 23 plus 13. Au total, 53, c'est autant que Poitiers, 90 000 habitants. Il y a sans doute des efforts à faire quand les communes ont une vraie raison de travailler ensemble, de revenir sur des bassins de vie importants, où on dégage des capacités d'autofinancement qui permettent de bénéficier des programmes gouvernementaux. Merci Jean-Claude Roux, à qui je souhaite la bienvenue. Oui, on se partage juste 3 secondes pour moi. Vous n'avez pas répondu à ma question sur le versement mobilité et cette ressource fiscale, finalement, qui ne profite à personne. Et donc, merci de me répondre. Merci. Moi, je vais simplement poser également une question sur les communes nouvelles, puisque votre rapport présente le nombre de communes nouvelles mises en place en 2021, qui se montaient très modestement à 9. Donc, quelles conclusions tirent les magistrats de ce peu d'engouement pour ces communes nouvelles, dont le présent rapport montre qu'elles se sont développées de façon très hétéroclite, et surtout sur une incitation financière qui mériterait au besoin d'être repensée? Les retours d'expérience peu concluants après ces premières années de fonctionnement démontrent-ils des faiblesses? La Cour peut-elle s'emparer de ce sujet? Merci. Merci. Charlotte Leduc. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur le malaise démocratique des élus, notamment des petites communes, qui
dont la voix s'affaiblit très nettement au sein des très gros conseils communautaires. Comment concevoir un approfondissement du lien démocratique sans revenir sur la forme actuelle de l'intercommunalité? Le malaise démocratique n'est-il pas nourri, au contraire, par l'éloignement du centre exécutif du citoyen? Le retour en force des communes et des départements est d'ailleurs une réaction logique de protection face à la menace que peuvent représenter les EPCI pour ces collectivités. Lorsqu'on voit le conflit qui dure encore aujourd'hui sur le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement, comment justifiez-vous de recommander d'aller vers plus d'intégration communale face au blocage actuel? De la même manière, vous encouragez l'imposition de dispositifs dont les élus n'ont pas voulu se saisir, la DGF intercommunalisée, commune nouvelle, commune communauté. L'objectif de rationalisation financière peut-il tout justifier? Est-ce vraiment plus lisible de pousser à un schéma comportant des collectivités hybrides plutôt que d'accepter d'en rester au modèle commune-intercommunalité? Surtout, vous décrivez l'échec d'un gain financier, voire même qualitatif. Alors pourquoi persister? Pourquoi ne pas assumer de revenir sur ce qui ne fonctionne pas? Merci. Karine Lebon. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, la lecture de votre avis m'a laissé comme un goût d'inachevé certaines données qui seraient passées sous les radars. Alors j'ai fait une recherche. J'ai recherché l'occurrence Outre-mer. Aucun résultat. Alors j'ai essayé par territoire. Guadeloupe, Martinique, Guyane, rien. Or, il me semble que les départements d'outre-mer ont des spécificités concernant notamment les financements des collectivités. Vous mentionnez beaucoup la TVA. À Mayotte, en Guyane, elle est à 0, à raison, mais cela n'apparaît nulle part. Aucune mention des quorums, aucune spécificité pour l'énergie, l'éloignement, donc les coûts des marchandises importées, l'octroi de mer, le taux de pauvreté qui impacte nécessairement les politiques publiques. Bref, les Outre-mer n'apparaissent nulle part. Vous pouvez considérer, et à mon avis c'est un tort, que nous sommes fondus dans la masse, et cela traduit ce que nous avons maintes fois dénoncé dans la politique gouvernementale et que nous ressentons très clairement de l'autre côté de la mer. Loin d'être des territoires à part entière, nous sommes entièrement à part. Merci. Merci. Avant de passer la parole à Jocelyn de Signy, je prends les derniers inscrits, parce qu'il n'y aura qu'une conclusion. Donc s'il y a d'autres gens qui veulent s'inscrire, c'est maintenant. 1, 2, 3. Jocelyn de Signy. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents. Je souhaiterais, dans le cadre des transferts de compétences des collectivités, attirer votre attention sur l'augmentation des charges de personnel et la multiplication également des vice-présidents dans les EPCI qui sont liés au transfert de compétences lors de la mise en place de la loi NOTRe. Ils ont révélé une certaine rigidité au niveau salarial des collectivités territoriales. Donc ma question, comment voyez-vous la simplification et la flexibilité de la gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales? Merci. Monsieur Vught, on essaye de tenir en 10 minutes. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je laisserai peut-être, avec votre permission, mes collègues, notamment sur les sujets communes, communautés et communes nouvelles et versement mobilité, vous apporter les précisions que vous souhaitez. Je voudrais insister sur l'outre-mer, sur le fait que depuis cette année, dans notre fascicule 1, nous avons intégré un chapitre dédié aux collectivités ultramarines. C'était une innovation de cette année que nous avons bien l'intention de reproduire l'année prochaine. Dans ce fascicule 1, il y a tout un développement qui identifie à part les collectivités ultramarines, et de même, nous avons innové dans ce fascicule 1 avec une annexe dédiée à un sujet qui, pour le coup, est une zone grise qu'on avait identifiée. Ce sont les syndicats, puisque en masse, les syndicats pèsent, je dis ça de manière volontairement ramassée, aussi lourd que les régions. Et donc, il nous semblait utile d'analyser la situation financière des syndicats. Mais voilà, j'aurai pour le tome 1 l'occasion de venir vous reparler de l'outre-mer, comme nous le faisons. Alors, pour ce qui est du sujet sur le lien démocratique, enfin, j'avais dit les limites de ma position et de ma légitimité sur ce sujet, mais je crois quand même que savoir ce que fait le PCI, enfin le PCI, pourquoi faire, et pour nous le vecteur c'est le projet de territoire, c'est quand même un gage de transparence et de lisibilité pour le citoyen. Actuellement, c'est très compliqué pour un citoyen de savoir quel est le projet de l'EPCI auquel il appartient. Donc il faut, je crois, y remédier. Il y a des cas de bonnes pratiques, mais il y a aussi des cas de mauvaises pratiques. Et dernier point, le cas du divorce, si je puis dire.
À ma connaissance, ça n'est pas prévu par la loi, mais c'est plus un problème pour le législateur que pour nous. Mais on n'a pas étudié ce cas-là parce qu'il n'existe pas. Donc, mais si vous le créez, on l'étudiera. Mais peut-être mes collègues peuvent répondre. Oui, sur le sujet des communes nouvelles, en effet, il n'y a pas de procédure de diffusion. Ce qu'on a constaté néanmoins, c'est que les communes nouvelles ont été créées plutôt dans des territoires, c'est difficile de généraliser, mais dans des territoires où il y avait une culture communautaire forte et où des grandes intercommunalités avaient été créées. Et parfois, les communes nouvelles ont été créées en même temps que des gros EPCI. Donc c'était voilà une réponse, et c'est comme ça que peut être compris le rapport, c'est-à-dire que la commune nouvelle peut être une réponse face à des intercommunalités qui peuvent apparaître un peu trop grandes. On a parlé d'intercommunalité XXL, et donc la commune nouvelle peut renforcer la commune et peut renforcer et améliorer la gouvernance d'un EPCI, parfois très vaste. S'agissant de la commune-communauté, la question a été posée de la raison pour laquelle il n'y avait pas de commune-communauté. Il y a une raison qui est sans doute simple, c'est que le régime a été créé dans une loi du 1er août 2019. Donc, le calendrier a rendu très difficile la création d'une commune-communauté en fin de mandat du bloc communal. Ça paraît compliqué. Nous entendons des projets de commune-communauté. La Cour élargit les hypothèses de création, propose un élargissement des hypothèses de création des communes-communautés. Aujourd'hui, c'est quand un EPCI se regroupe au sein d'une commune nouvelle qu'on peut faire une véritable commune-communauté et ne pas rejoindre un autre EPCI. On peut imaginer aussi que pour des intercommunalités très larges, il puisse y avoir, en cas de diffusion, une commune-communauté qui soit créée. Là aussi, pour des raisons de fonctionnement démocratique notamment. Merci. Juste, on a une question sur les autorités organisatrices de la mobilité des régions. Je pense que vous voulez dire le transfert de la compétence pour les communautés de communes vers les régions. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore regardé parce que c'est assez récent, mais évidemment, c'est un point d'attention pour nous et on l'a bien en tête pour nos prochaines publications. Mais pour l'instant, on n'a rien écrit sur le sujet. Voilà. Attendez. Voilà, rien n'a été écrit. D'accord. Bon, ok. Il y a des précisions encore? Vous avez répondu à votre avis à toutes les questions, là? 10 minutes, vous avez encore 6 minutes. Alors là, si en 6 minutes, vous n'arrivez pas à répondre aux questions, je suis inquiet. Oui, j'ai eu l'impression qu'il y a quand même quelques questions auxquelles il n'y a pas de réponse, là. Oui, non, mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de réponse sur certaines questions. Mais la tienne, par exemple. Sur les éléments d'évolution de dépenses de fonctionnement du bloc communal, le propos n'était pas de considérer que l'augmentation de 25% pour les EPCI serait une anomalie. En effet, il y a eu des transferts de compétences, l'eau, l'assainissement, le PLU, la GEMAPI, et d'autres compétences qui ont été transférées. Donc, assez mécaniquement, il y a une augmentation des dépenses de fonctionnement. Et généralement, ce que le rapport démontre, c'est que quand il y a un transfert de compétences à l'EPCI, il y a plutôt une augmentation du service et un élargissement du service, ce qui génère du coup une dépense plus importante. Le propos était de raisonner au sein du bloc communal. Globalement, il n'y a pas eu de maîtrise des dépenses de fonctionnement au sein du bloc communal, et notamment au sein des communes, ce qu'on aurait pu imaginer. Monsieur Decigne, vous estimez que vous n'avez pas eu de réponse à votre question? Rappelez-la. Que chacun reparte. Merci, Monsieur le Président. Simplement, donc, on a vu, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qu'avec les modifications de la loi NOTRe, il y a eu une multiplication du nombre de personnels dans les intercommunalités. Et donc, ma question, c'était concernant la flexibilité, puisque la flexibilité de l'emploi au sein des collectivités territoriales, puisque les personnes qui sont dans les communes ont été reclassées et on a réembauché des personnes supplémentaires dans les EPCI. Donc aujourd'hui, il y a peut-être des solutions pour améliorer la flexibilité, la simplification de la gestion du personnel. Et la question, c'était quelles étaient vos positions. Merci, Monsieur le Président. Alors, le sujet de la masse salariale, en général, est un sujet sur lequel on revient tous les ans, et dans notre tome 1 et dans notre tome 2. Vous avez vu que cette année, on a identifié la part des dépenses de personnel dans les charges de fonctionnement
par catégorie. On montre, et ça fait écho à votre remarque, que c'est évidemment le bloc communal dans lequel la part de la masse salariale est la plus importante. Et pour nous, c'est un sujet de vigilance parce qu'on a observé, on l'avait signalé déjà dans le tome 1, une évolution rapide de la masse salariale, notamment sur les contractuels d'ailleurs, ce qui était expliqué par les associations d'élus, par la crise sanitaire en partie et par l'inflation en partie aussi, argument sûrement parfaitement recevable. Après, les arbitrages en termes de dépenses de personnel sont des arbitrages qui relèvent des exécutifs locaux. Nous, on n'a pas de légitimité à donner un mode opératoire de portée générale. Mais c'est pour nous un sujet de vigilance qu'on regarde dans tous nos rapports. Et ici encore, vous verrez qu'on analyse les contraintes sur la masse salariale. On étudie notamment l'impact des revalorisations catégorielles, du point d'indice. On essaye de donner des chiffres à jour sur ce sujet. Merci. Comme j'ai 2 demandes de précision sur des questions déjà posées, du coup, j'en profite pour passer la parole à Michel Castellani, qui est arrivé entre-temps. Oui, merci, Président. Je suis certainement comme beaucoup d'entre vous, l'objet de... Je vois quand je vais dans les communes, les critiques qui sont faites, et ce sont des rapports qui sont souvent très compliqués entre les maires et les intercommunalités, très compliqués, et souvent même très conflictuels. Donc, moi, ma question, vous dites d'ailleurs, vous, par ailleurs, que la redistribution financière est souvent dévoyée. Ce sont des problèmes. Vous dites que l'efficience aussi de tout ceci doit être démontrée, ce qui donc visiblement n'est pas le cas. Donc comment peut-on faire évoluer ce genre? Qui peut être en charge de l'évolution vers une meilleure intégration ou vers une vie démocratique mieux affirmée dans ce genre d'intercommunalité? C'est un problème. Moi, j'ai des intercommunalités où les maires en sont venus aux mains. Il a fallu séparer. Donc, qui est en charge? Comment peut-on faire évoluer les choses vers plus de sérénité, au moins? Mais ça, c'est bien fini, Michel. Christine, les 2 précisions. Christine Pires-Beaune. Oui, moi, très rapidement, simplement pour dire que le divorce est déjà autorisé. On l'a même assoupli, il me semble, il n'y a pas très longtemps. C'est pas simple. Mais le divorce est permis sous réserve de se marier immédiatement avec quelqu'un d'autre. En fait, il n'y a pas de commune isolée à recréer. Voilà, et Pascal Lecamp, et après j'arrête vraiment et vous concluez. Oui, moi très brièvement, votre réponse ne me satisfait pas totalement dans la mesure où vous reportez la responsabilité sur le maire ou les communes. Ce qui se passe, c'est que derrière les chiffres, il y a des hommes. Et quand vous transférez des compétences, transférez des hommes, les communes gardent les hommes et elles ne s'en séparent pas. Donc la masse salariale chez moi est passée de 50 à 60% en très peu de temps. Et donc la capacité d'autofinancement baisse parce que on ne peut plus dégager d'excédents de fonctionnement. Et si on veut que les programmes nationaux marchent, il faut que les communes, en particulier les villes-centres, les petites villes de demain, puissent continuer à avoir cette capacité d'autofinancement. Et là, il faut nous trouver des solutions. Ou sinon, on n'arrivera pas à utiliser les programmes nationaux. Pour une vraie conclusion, Monsieur Vught, on arrête après. Vous voulez rajouter quelque chose ou pas? Bon, on va se dire que les derniers mots qui ont été donnés, c'est des pistes de travail pour le prochain rapport. Voilà. Merci beaucoup de vous être déplacés. Merci, chers collègues. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.